Madame, Monsieur, bonjour. Sonné par la dernière présidentielle, élus et militants du Parti socialiste s'interrogent. Benoît Hamon vient de créer Génération.s. Emmanuel Valls se rapproche de La République En Marche. Y a-t-il encore un avenir pour le Parti socialiste? Sur quelles idées et avec quel leader? Pour en parler dans Dimanche en politique, nous avons aujourd'hui deux invités sur le plateau. Xavier Fortinon, socialiste, nouveau président du parti du conseil départemental des Landes. Vous avez remplacé Henri Emmanuelli. Pierre Camani, président du conseil départemental du Lot-et-Garonne, socialiste également. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Nous allons également parler dans cette émission de l'avenir de vos départements et des difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. Mais tout d'abord, un mot ou quelques mots sur le Parti socialiste. Xavier Fortinon, comment va le Parti socialiste? Après le choc de la défaite qui est indéniable, le Parti socialiste est parti dans cette refondation de sa reconstruction. C'est très important aujourd'hui de repartir, où l'espace politique qui existe entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron est très large, surtout que la politique d'Emmanuel Macron est là pour ouvrir les espaces, compte tenu aujourd'hui de toutes les mesures qu'il prend et qui sont très connotées à droite. Donc je pense que c'est de nature à redonner espoir aux militants et à la pensée socialiste, parce que la pensée socialiste est toujours présente sur la base d'un certain nombre de valeurs d'égalité, de solidarité. Alors justement, étant donné la situation, êtes-vous toujours socialiste? À moi particulièrement, oui, je suis toujours socialiste et je le serai toujours, parce que c'est pas l'appartenance à un mouvement ou à un parti, c'est surtout des valeurs que l'on défend, des valeurs à la fois historiques, mais des valeurs qui doivent être regardées au jour des changements importants que nous connaissons et qui doivent donc s'adapter. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir vraiment les portes et les fenêtres et refonder du sol au plafond ce parti politique qui a vraiment de beaux jours devant lui si tout le monde s'en donne la peine. On va voir avec qui, Pierre Camani, même question. Vous êtes toujours socialiste aujourd'hui? Vous êtes toujours membre du Parti socialiste et vous comptez y rester? Je suis toujours membre du Parti socialiste et je compte y rester pour participer effectivement, comme mon ami Xavier, à sa reconstruction qui sera difficile et il faut le reconnaître. Nous avons vécu une défaite d'une ampleur exceptionnelle. Nous sommes dans une situation difficile, mais la vie politique est ainsi faite. Il y a des moments de croissance et puis des moments plus difficiles. La gauche, il y a un besoin de gauche dans ce pays. Il y a un besoin aussi d'une force qui rassemble, d'une force qui sache conjuguer l'idéal et le réel à gauche. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de force à gauche même s'il y en a une qui émerge. À gauche, certainement, mais est-ce que pour autant, à gauche, il faut encore un parti socialiste? Certains se posent la question, envisagent de reconstruire la gauche sans le Parti socialiste. C'est votre avis? Il faut reconstruire la gauche sur la base d'un parti socialiste parce qu'il est fédérateur, parce qu'il a démontré sa capacité à gouverner, comme je le disais, à conjuguer l'idéal et le réel. Parce qu'aujourd'hui, celui qui apparaît comme le leader, je dirais, de la gauche, ne donne pas tellement l'impression de savoir conjuguer à la fois l'idéal et le réel. Je parle de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, vous l'avez compris. Et il nous appartient, nous, de construire dans l'espace politique qui apparaît aujourd'hui, qui est un espace compliqué aussi, entre Mélenchon et Macron. Nous avons à construire un espace politique qui nous permette de reconstruire et surtout de redonner de l'espoir aux Français sur la capacité de la gauche à revenir au pouvoir. Xavier Fortinon, vous avez soutenu Benoît Hamon lors de l'élection présidentielle. C'était le candidat du Parti socialiste, mais de toute façon, vous suiviez Benoît Hamon bien avant, un peu comme Henri Emmanuelli. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Vous ne me trompez pas du tout. Que pensez-vous de la situation actuelle, puisque Benoît Hamon a décidé de quitter le Parti socialiste, de créer son propre parti avec Génération.s? Vous avez envie de le suivre dans cette aventure? Non, personnellement non. Je pense que Benoît Hamon a vécu cette élection présidentielle comme un traumatisme, dans la mesure où il n'a pas senti derrière lui l'ensemble des forces des militants et sympathisants du Parti socialiste, certainement.
Je pense qu'il faut qu'il s'interroge sur les raisons, parce que je pense que la campagne, même si il a apporté des dossiers très importants et novateurs, n'a pas capté l'attention des personnes qu'il pensait représenter. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il a été particulièrement meurtri. Et ce qui est très dommage, c'est qu'il parte du Parti socialiste alors que je pense qu'il avait toute sa place pour pouvoir participer à cette reconstruction. Je pense que ce n'est pas quand la maison brûle qu'il faut s'en aller. Il faut au contraire essayer d'éteindre l'incendie et recréer les fondations nécessaires pour que ce mouvement et ce parti politique repartent. Justement, le prochain congrès du Parti socialiste aura lieu au printemps prochain, en avril. Qui, pour incarner le Parti socialiste dans les prochains mois, selon vous, qui doit devenir le leader de ce parti? Non, mais moi, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas à se poser la question de savoir qui doit représenter le Parti socialiste. Certains se posent la question, certains sont même candidats. Non, mais je pense qu'on a trop souffert du fait que ce parti politique n'était là que pour représenter des écuries. Aujourd'hui, il faut qu'il représente des idées. C'est pour ça qu'il faut que ces idées, elles seront incarnées le moment venu. Mais d'abord, créons le projet, créons les idées. On n'est pas bousculé par les échéances électorales, alors profitons-en pour réellement ouvrir le débat et construire, et ne pas construire un programme en fonction de la personne qui doit diriger. Donc aujourd'hui, pour l'instant, vous ne vous reconnaissez pas dans un nom particulier pour prendre les commandes du Parti socialiste? Non, je ne me pose même pas la question. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire revenir dans ce parti et rediscuter avec l'ensemble des corps intermédiaires que sont les syndicats, que sont les intellectuels. Il faut quand même recréer du mouvement pour que on redonne corps aux idées socialistes et qu'on les reconstruise face à l'avenir qui est devant nous. Je crois qu'il faut que nous soyons suffisamment imaginatifs pour vraiment que ce parti, qui est à la fois européen, qui est internationaliste, puisse retrouver les véritables couleurs qui sont les siennes. Pierre Kamani, sur le terrain, que vous disent les militants socialistes? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils vous font des reproches? Quel est le message qui passe sur le terrain? Des reproches, pas forcément. Le message qui passe, c'est nous voulons travailler, nous voulons reconstruire, nous voulons aller de l'avant malgré tout. Et c'est dans cette optique que je m'inscris aussi, parce que nous vivons dans une société qui est de plus en plus inégalitaire, dans un monde et dans une société de plus en plus inégalitaire. Nous avons besoin de régulation, nous avons besoin de politiques de gauche clairement définies. Et c'est ce qui nous a manqué, effectivement. Je partage l'analyse de Xavier sur le fait que tout cela n'est pas un problème d'homme. C'est un problème de capacité à se restructurer, à capacité à recréer un corpus de pensée, une méthode d'action pour proposer à nos concitoyens des politiques publiques qui, mais à un moment donné, il leur parlent. Incarner ces idées, est-ce qu'il faut des têtes nouvelles? Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que ma génération doit aider la nouvelle génération qui arrive à émerger. Il n'y a pas de tête particulière aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous reconstruisions l'outil, qui est un outil essentiel, un parti structuré, de manière à pouvoir ensuite, avec un président de parti, quel qu'il soit, peu importe, mais qui soit en capacité de porter ce corpus de pensée, ces programmes d'action qui correspondent, encore une fois, aux attentes de nos concitoyens. Pour fermer ce chapitre sur le Parti socialiste et ouvrir le débat sur les départements, Xavier Fortinon, quelle est la responsabilité, selon vous, de François Hollande après cet échec à la présidentielle? Je crois sincèrement que le bilan de François Hollande sera revisité de façon très positive, certainement. Il y a eu des erreurs fondamentales qui ont marqué les esprits des gens de gauche. La déchéance de nationalité, par exemple, a été quelque chose qui a meurtri beaucoup. Les lois travail ont aussi meurtri. Mais il y a quand même eu beaucoup de choses très positives et qui sont des véritables marqueurs de gauche. Donc, moi, je n'incrimine pas. Vous avez beaucoup côtoyé Henri Emmanuelli. Oui. Et Henri Emmanuelli était très attaché à François Hollande. Oui, mais que pensait-il de son quinquennat? Mais, vous savez, Henri Emmanuelli était quelqu'un de très exigeant. Et donc, il ne se satisfaisait jamais d'aucune des situations. Il pouvait être sévère avec François Hollande. Ah, il était très sévère avec François Hollande. Mais néanmoins, il n'a jamais... il lui a toujours maintenu sa confiance. Parce que c'était un homme qui était aussi... qui avait une certaine rigueur et qui est attaché
aussi aux valeurs qui étaient défendues, et il considérait que la ligne n'avait jamais été totalement franchie et qu'on avait besoin d'être soudés, et parce qu'on l'a bien vu que le fait que notre mouvement éclate à un moment donné nous a beaucoup coûté. Donc il n'a jamais franchi la ligne qui pouvait faire en sorte qu'il sorte du Parti socialiste. Pierre Kamani, le nouveau président de la République, s'appelle Emmanuel Macron, je ne vous apprends rien. Est-ce que c'est encore un socialiste pour vous? Mon Dieu, quelle question. Je ne pense pas qu'il soit socialiste, il ne s'en revendique pas d'ailleurs. Et voilà, d'ailleurs, nous avons du mal à bien identifier aujourd'hui une politique à la fois de droite et à la fois de gauche. Aujourd'hui, nous voyons bien ce qui est à la fois de droite, nous voyons beaucoup moins ce qui est à la fois de gauche. Non, il n'est pas socialiste et sa volonté n'est pas de le devenir demain. Sa volonté, c'est de construire une force dont on a du mal à déterminer les contours. C'est bien pour cela qu'il est important pour nous de nous restructurer et se mettre en ordre de marche, même si cela prendra du temps, même si cela sera difficile, se mettre en ordre de marche pour reconstruire un parti, un véritable parti réformiste de gauche. Oui, vous avez vraiment, honnêtement, je veux dire que Emmanuel Macron est avant tout libéral. Quand vous voyez Jean-François Copé, Alain Juppé se féliciter de l'action du gouvernement, je veux dire que quand même, ça devrait ouvrir les yeux et les esprits des gens de gauche. Parce que c'est réellement quand ils disent, de toute façon, il est en train de mener la politique que nous aurions aimé mener et que nous n'avons pas menée. Donc clairement, il y a des marqueurs. Quand vous voyez la réforme sur l'ISF, par exemple, la réforme sur le logement social aujourd'hui, quand on voit bien qu'on est en train de prendre aux plus modestes pour donner aux plus riches. Donc je ne crois pas que ça soit quand même le fondement des idées socialistes et des idées de gauche. C'est avant tout un homme libéral, et libéral dans le vraiment sens du terme au niveau économique. Et c'est surtout ça qui le meut aujourd'hui. Alors Pierre Kamani, vous échangez beaucoup avec Emmanuel Macron. En tous les cas, vous le sollicitez beaucoup. Votre département a des difficultés financières. Vous n'êtes pas le seul, ce n'est pas le seul département. L'État, selon vous, ne joue pas son rôle en termes de dotation et de remboursement de dotation. Où en est la comptabilité et le bilan du département du Lot-et-Garonne aujourd'hui ? L'État ne joue pas son rôle depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années malheureusement, dans son soutien aux départements ruraux en particulier, les départements ruraux de l'intérieur qui ont d'énormes difficultés financières liées à la baisse des dotations, mais marginalement à la baisse des dotations, liées surtout au fait que l'État ne rembourse pas à ces départements les dépenses qu'il assume pour son compte en matière d'action sociale, RSA, prestations de compensation du handicap, allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées. Le différentiel est d'une 50aine de millions d'euros cette année 2017 entre ce que nous dépensons pour ces prestations de solidarité nationale et ce que l'État ne nous rembourse pas. Et donc cela nous met dans une situation financière d'une difficulté majeure, tout simplement parce qu'il y a une particularité des départements ruraux, c'est qu'ils n'ont pas de ressources fiscales dynamiques, sans augmenter les fonds. Vous avez tiré le signal d'alarme plusieurs fois d'ores et déjà. Un fonds de solidarité, un fonds d'urgence a été mis en place, 100 millions d'euros pour 19 départements. Ça fait une répartition assez faible par département. Ça ne va pas suffire, j'imagine, pour permettre d'équilibrer. Comment allez-vous faire pour équilibrer vos comptes ? Le compte n'y est pas effectivement avec 100 millions d'euros pour compenser l'ensemble des départements en difficulté. Et année après année, on prend des mesures de court terme et il faut, et je me bats avec l'Assemblée des départements de France et particulièrement le groupe des départements ruraux en difficulté que j'anime, pour que l'État apporte pour une bonne fois pour toutes, une compensation digne de ce nom pour permettre et fasse ce qu'on appelle de la péréquation verticale, c'est-à-dire que l'État nous compense par compense la dette qu'il nous doit, d'une part, et d'autre part, je me bats aussi pour qu'il y ait une péréquation entre les départements riches et les départements pauvres. Vous savez bien que nous sommes dans une France qui est totalement inégale. Pour l'instant, je suis entendu dans les annonces. Dans la réalité, je n'ai rien vu, mais j'attends un nouveau président, un nouveau gouvernement. J'attends des mesures. Je suis sceptique. Au bout du compte, comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez être obligé, la mort dans l'âme, d'augmenter la fiscalité sur votre département ? J'ai été, en 2017, obligé d'augmenter, je dis bien obligé d'augmenter la fiscalité dans mon département parce que je m'y suis refusé depuis 8 ans. Parce que les départements ruraux ont cette particularité qu'ils ont, en fiscalité,
des taux, puisque notre fiscalité, nous, c'est la taxe sur le foncier bâti, ils ont des taux très élevés. Les 10 départements les plus riches de France ont des taux entre 5 et 13%. Les 10 départements les plus pauvres ont des taux entre 25 et 33%. Vous vous rendez compte, c'est un scandale national, parce que ça impacte sur le développement des territoires aussi. Plus vous avez des taux fiscaux de fiscalité élevés, moins vous favorisez le développement. Et donc, c'est contre tout cela. Moi, je souhaiterais que... Donc ça veut dire qu'en 2018, vous allez devoir à nouveau augmenter la fiscalité? Non, je n'augmenterai pas la fiscalité. Je ne sais pas quelles mesures je prendrai. Vous serez obligé de faire des mesures d'économie par ailleurs? Nous en faisons, tous les départements en font des mesures d'économie. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé au bout de ces mesures-là? Si, nous sommes quasiment arrivés au bout. Donc il n'y a plus de solution? Situation surréaliste. Écoutez, nous verrons ce que nous ferons, mais nous nous ferons entendre dans tous les cas, je peux vous l'assurer. Xavier Fortinon, sur votre département, vous rencontrez les mêmes difficultés? On rencontre tous ces mêmes difficultés avec une acuité différente, bien sûr, selon la situation de chacun des départements. Donc c'est pour ça, bon, c'est vrai que nous avons une fiscalité beaucoup plus faible. Hein. On est la plus faible de l'ancienne Aquitaine. Donc c'est sûr que nous, on n'a pas été confrontés de façon aussi accrue aux difficultés qu'évoque Pierre. Néanmoins, on subit tous les ans une baisse très très importante de nos recettes émanant de l'État. Et surtout, et je crois que c'est là où est le scandale le plus important, c'est que l'État aujourd'hui a fait le choix de faire des collectivités territoriales leur variable d'ajustement budgétaire. C'est-à-dire que quand l'État a besoin de faire des économies, plutôt que lui de les faire sur ses propres dépenses, il les fait faire aux collectivités territoriales. Il nous transfère des compétences sans nous transférer les recettes, et au contraire, il nous ponctionne. Parce qu'en 2012, quand Nicolas Sarkozy a transformé le RMI pour devenir le RSA, il a dit « je vous compenserai ça à l'euro près ». C'était Jean-François Copé, qui était alors ministre du Budget, c'était une formule qu'il reprenait à l'Assemblée nationale à l'envi. Aujourd'hui, sur le RSA, eh bien, on a la moitié qui est à la charge du département. C'est-à-dire que toute la solidarité nationale, elle est assurée par la collectivité. Alors concrètement, pour les Landais au quotidien, oui, ça a quelles conséquences? Mais ça a quelles conséquences aujourd'hui? Les impôts fonciers, ça représente à peu près 60 millions d'euros. Eh bien, la dette de l'État à l'encontre du département des Landes, c'est 52 millions d'euros. Ça veut dire concrètement, c'est l'impôt des ménages landais qui payent la solidarité nationale que l'État devrait faire. Donc c'est là où le scandale est majeur, et qu'avec l'Assemblée des départements de France, nous nous battons pour que cette chose-là soit prise en compte. Pierre Kamani, une initiative qui a été prise par le président du département de Gironde, Jean-Luc Glaise, il y a quelques jours, mettre en place sur 8 départements en test un revenu de base. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que vous pourriez faire la même chose sur votre département? Et ça pourrait prendre quelle forme? Je voudrais, revenir simplement pour que les téléspectateurs comprennent bien, 30 secondes, sur la différence entre des départements voisins, les Landes, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, qui ont des taux beaucoup plus bas que le Lot-et-Garonne, le Gers, le Lot, la Dordogne, tout simplement parce que les départements de l'intérieur n'ont pas la dynamique de l'immobilier qu'il y a dans ces départements, et donc pas les recettes afférentes. Voilà, je voulais poser simplement pour que les téléspectateurs comprennent bien la différence. Qui aggrave encore plus les inégalités. Qui aggrave encore plus c'est ce que vous venez de dire, une compensation qui devrait être plus importante entre les départements. Pardon d'avoir insisté, mais pour bien comprendre c'est bien noté. J'évoquais sur le revenu de base. Absolument. Oui, je me suis associé à cette initiative parce que, en tant que sénateur, j'ai été sénateur jusqu'en octobre dernier. Jusqu'en octobre dernier. Voilà, j'ai participé à la mission au Sénat sur le revenu de base pour aller explorer cette nouvelle frontière, je dirais, de la solidarité et de l'évolution de nos sociétés. Je m'associe à cette mesure. Pourquoi? Parce que, pour une fois, nous essayons d'expérimenter et non pas d'appliquer des mesures concoctées d'une manière théorique, mais essayer d'aller expérimenter des évolutions de notre société, une manière de lutter contre la pauvreté, une manière de faire en sorte d'intégrer... Vous avez déjà des soucis de trésorerie, de déficit, comment allez-vous faire pour financer une telle mesure? Alors, nous ne finançons pas, c'est bien cela. Vous allez restructurer? Nous participons à une expérimentation, mais nous ne participons pas financièrement
à l'expérimentation elle-même. C'est le département de la Gironde, avec des fonds d'État, avec des soutiens par ailleurs, qui participera à cela. Devait être étendue à l'ensemble des départements existants un jour. Est-ce que vous y voyez là un financement possible? Non, c'est une mesure de solidarité nationale. Si elle se met en place, elle devra être bien compris que financée par l'État, bien sûr. Était compliquée à l'heure actuelle. Absolument. Très bien. Pour évoquer d'autres thèmes d'actualité qui touchent vos deux... Oui, un mot. Pas. Oui. Non, mais, parce que bon, l'initiative, elle est partie du congrès des départements de France, de la part des départements de gauche. Donc moi, je suis tout à fait favorable à l'expérimentation. Je rappelle simplement que cette expérimentation, c'est une étude qui est confiée à un cabinet qui s'appelle IPP, et qui vise à définir le cadre de l'expérimentation. On ne rentre pas tout de suite dans l'expérimentation. Mais l'objectif, ce n'est pas de se substituer à l'État, parce que pour qu'il y ait cette expérimentation, il faut qu'il y ait une loi qui autorise les départements à la mener, et pour donc, sur la base d'un échantillon, de revisiter la politique de solidarité et surtout la recomposition du RSA et prendre en compte dans une même revenu ce qu'est l'allocation, l'APL, l'allocation logement, le revenu d'activité et le RSA, pour qui aujourd'hui, le RSA, on voit bien, n'est plus trop adapté aux politiques de solidarité. Mais ce n'est pas du tout prendre la main financièrement sur l'État. C'est la responsabilité. Il nous reste 5 minutes dans cette émission. Nous avons encore quelques thèmes très importants à aborder, notamment, je vous en prie, concernant la crise qui a touché vos deux départements, concernant la grippe aviaire notamment. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que cette page est tournée? Est-ce que les éleveurs ont tous été indemnisés correctement? Et quel est l'état de l'élevage dans vos deux départements suite à cette grave crise? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les deux crises, pour l'instant, sont stoppées. La production est repartie, avec des gros efforts de l'ensemble des éleveurs pour prendre des mesures de biosécurité pour essayer de minimiser le risque qu'une nouvelle épidémie arrive. Donc il faut être vigilant. Je crois que tout le département a soutenu. L'État, par le précédent gouvernement, avait pris la mesure. C'est la première fois que 100% avaient été indemnisés. Le seul élément qui n'avait pas été pris en compte, c'était la remise en exploitation après le 29 mai, parce qu'il a été échelonné dans le temps du fait que les accouvoirs avaient été aussi particulièrement touchés. Donc aujourd'hui, après une valse hésitations, le gouvernement a pris la mesure et va indemniser à hauteur de 50% ces reprises d'activité. Donc l'ensemble des organisations syndicales et les éleveurs ont accueilli de façon positive cette mesure, mais qui s'est fait attendre. Et j'espère qu'aujourd'hui les conditions sont remplies pour d'abord approvisionner bien sûr l'ensemble de nos citoyens qui, en période festive, donc attendent le foie gras. Et j'espère que ça sera une très bonne année pour eux. Un mot sur cette crise sur votre département dans le Lot-et-Garonne, Pierre Camani. Est-ce que la lenteur des indemnisations ne met pas en danger de nombreuses exploitations? Comme partout, mais chez nous, le nombre d'exploitations n'a rien à voir avec celui des Landes, qui est 5 fois supérieur. Mais nous avons soutenu et suivi aussi les exploitants avec des soutiens particuliers et pour ceux les plus en difficulté, effectivement, nous avons abondé un fonds pour permettre de les aider à passer le cap. Pierre Camani, autre dossier extrêmement important dans la région. On voit bien le succès de la ligne LGV entre Paris et Bordeaux. Cette ligne LGV, est-ce qu'elle ira un jour vers Toulouse et est-ce qu'elle s'arrêtera à Agen? Peu probable, semble-t-il. Écoutez, tous les territoires l'espèrent. La ligne LGV, c'est du développement. Alors, on entend les déclarations d'Emmanuel Macron, de Nicolas Hulot, de certains comités qui disent c'est pas possible, ça ne se fera pas, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, c'est terminé. Une réalité, c'est que ça coûte cher. Une autre réalité, c'est que je n'imagine pas qu'il n'y ait pas un tronçon qui parte de Bordeaux pour aller jusqu'en Espagne, c'est-à-dire pour internationaliser cette ligne. Mais vers chez vous, est-ce que vous y croyez encore? Toulouse, j'y crois en tant que moyen de développement. Aujourd'hui, je ne crois pas au modèle qui a été le modèle Bordeaux-Tours, c'est-à-dire une participation des collectivités territoriales. Cela a été un piège pour nous, un piège important. D'ailleurs, vous devez encore 20 millions d'euros, vous allez devoir les payer, vous n'avez pas le choix. Nous les avons payés. Nous avons été contraints, là aussi, de payer 20 millions d'euros sur une dépense, un département rural, pas très riche, sur une dépense qui relève, là aussi, de l'État, enfin, ou de moins de la solidarité nationale. Et voilà, ce modèle-là, il est mort. Il n'y aura plus de participation des collectivités. La LGV vers le Pays Basque, vers les Landes, vous y croyez? Bien
Bien sûr que j'y crois, autrement, je veux dire, on se bat tous les jours pour... parce que quand même, c'est là où on voit qu'Emmanuel Macron manie la contradiction en permanence. Il dit « nous sommes pour les trains du quotidien », et aujourd'hui, si nous ne réalisons pas cette ligne à grande vitesse, on ne libérera pas les sillons nécessaires pour améliorer les trains du quotidien. Et surtout pour sortir, ce qui est quand même aujourd'hui le gros problème de notre territoire, le mur de poids lourds qui traverse l'ancienne Aquitaine, les Landes et le Pays Basque. Si demain, on ne peut pas améliorer le fret et améliorer les trains du quotidien en créant cette ligne de grande vitesse, parce qu'on libérera des sillons, eh bien ça sera de grosses difficultés devant nous. Et le développement durable dont beaucoup parlent, mais qui ne réalisent peu, sera de nouveau remis en cause si cette ligne à grande vitesse ne se fait pas. Une dernière question, on va parler rugby, mais en 15 secondes, je suis désolé, c'est court. Lorsqu'on est président du département des Landes et qu'il y a Dax et Mont-de-Marsan, c'est difficile, là, le cœur balance. Est-ce qu'il faut une fusion de ces deux clubs ? Ça aussi, c'est l'Arlésienne, c'est un sujet récurrent. Oui. C'est toujours pareil. Le club qui est en difficulté le souhaite, après celui qui est en réussite le souhaite moins, et inversement. Et c'est surtout la population. S'il n'y a pas une volonté de la population, cette fusion ne se fera pas. Il faut, je veux dire, on prendra le temps de tout cela. C'est peut-être pas le sujet d'actualité le plus important. En 10 secondes, Pierre Kameni, puisqu'on parle rugby, le SU Agen, évidemment, grand club du top 14. Difficile de rivaliser avec les grosses écuries, et vraiment en 10 secondes. Difficile de rivaliser, mais nous y arrivons malgré tout. Et je soutiens bien sûr ce club. Je n'ai pas la difficulté de mon collègue d'avoir deux clubs dans le même département. Et donc tout notre soutien va au club de manière différente en fonction des évolutions financières, justement, parce que nous avons réduit nos financements, mais nous les soutenons en favorisant le Donc vous aiderez ce sponsoring club au maximum. Voilà, c'est la fin de cette émission. Messieurs, merci d'avoir participé à Dimanche en politique. Dans quelques instants, vous retrouvez Francis Letellier. Excellent après-midi. Merci.